Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2024 et qui dit dernière émission et nouvelle année dit paillettes. Qui dit paillettes dit médaille et qui de mieux que le triple champion paralympique Théo Gmür. Salut Théo. Hello. Et pour accompagner Théo Gmür ce soir, un visage connu de l'après-ski, Didier Bonvin, l'ancien entraîneur en Coupe du Monde, qui est aussi responsable des événements à Vezona. Vezona qui accueillera d'ailleurs les finales de Coupe du Monde du ski paralympique en mars. Salut Didier. Bonsoir. Et on va pas trop tarder, on plonge tout de suite dans le débrief du week-end. Et cette question d'entrée, qui pourra bien arrêter les descendeurs suisses à Bormio? Et comme lors des deux premières descentes de la saison, ils ont signé le doublé grâce au premier succès en Coupe du Monde d'Alexis Monet qui a devancé Franjo von Halmen. Et ils sont même 5 à avoir pris place dans le top 10 avec Odermatt 5e, Murisier 6e et Kohler 9e. Christophe Torrent, qui effectuait sa deuxième descente en Coupe du Monde, n'a pas pu faire mieux que 45e. Et Alexis Monet ne s'est pas contenté de cette perf sur la descente, Marine. Effectivement, il a terminé 3e lors du Super G de dimanche, devant un tir groupé des Suisses avec Rogantin, Odermatt et von Halmen, alors que Justin Murisier a terminé au 15e rang. Didier, d'avoir autant de Suisses en vitesse qui peuvent jouer le podium, c'est incroyable. Comment tu l'expliques? C'est assez exceptionnel, il faut le dire franchement. On s'est dit à la fin de la saison passée que l'équipe de Suisse avait tout montré, donc ce serait difficile de faire mieux. Et puis là, on se rend compte cette année que 3 doublés en Coupe du Monde affilés au niveau de la descente, c'est exceptionnel. En plus de ça, on a des nouveaux vainqueurs, ce ne sont pas toujours les mêmes, ce n'est pas toujours Odermatt ou Loïc Meyer. Il y avait 3 vainqueurs différents. Donc, il y a 3 vainqueurs différents, et ça, je pense que c'est exceptionnel. Et puis, ça montre la force, la qualité de la Fédération suisse de ski. Est-ce que c'est que les Suisses qui sont extrêmement forts, ou bien est-ce que la concurrence, on ne va pas dire qu'elle dort, mais... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a plusieurs blessés quand même dans les tops. On a une équipe autrichienne qui est un petit peu en recul. Passation de pouvoir, il y a des jeunes qui arrivent, les anciens qui ont un peu plus de peine. Et puis on a le Norvégien qui a amené le bal l'année passée en début de saison, qui est blessé. Kilde. Et puis il faut le dire, franchement, l'équipe de Suisse, elle est bien entraînée, elle est solide, elle est compacte. Et ça, je pense que c'est les résultats de plusieurs années de travail au sein de Swiss Ski. Et puis surtout d'avoir gardé une structure et du personnel sur du long terme. Eh bien, ça porte ses fruits. Il y a eu de super résultats, mais aussi beaucoup de chutes, notamment Cyprien Sarrazin, aussi Gino Caviezel dimanche. Selon toi, Didier, est-ce que ces chutes auraient pu être évitées ? Alors les chutes, on espère toujours les éviter, c'est toujours, en tout cas en descente, c'est toujours grave. Maintenant, encore une fois, là, il y a plusieurs facteurs. On sait que la piste, la Stelvio de Bormio, elle est très difficile. Ce qui est très difficile à Bormio, c'est que les conditions changent entre le départ, qui est relativement haut, et les conditions sont, je dirais, plus faciles. Et puis, il y a une partie intermédiaire où ils ont dû arroser, donc mettre de l'eau pour durcir un petit peu la neige. Et le bas, souvent, c'est une neige qui se transforme, qui est très mouillée l'après-midi, qui se durcit la nuit. Donc, on a souvent 3 voire 4 neiges différentes sur cette descente. Et cette année, je pense que c'était une des raisons. En plus de ça, il y avait pas mal de mouvements de terrain qui étaient visibles, qu'il fallait... On a vu même à Val Gardena où le Chasselat était plus marqué que d'habitude. Et là, cette année, tous ces facteurs réunis ont fait que
Bormio était vraiment Encore plus compliqué que d'habitude. Voilà. Malgré, je dirais, les bonnes conditions atmosphériques. On a eu du beau temps, il n'y a pas eu de problème, mais en même temps, ce fameux contraste que peut-être vous avez entendu entre le soleil et l'ombre, en vitesse à plus de 100 km/h, 120, 130 km/h, eh bien, ça crée une difficulté supplémentaire. Et tout ça additionné, eh bien, ça fait que Bormio était cette année particulièrement difficile. Théo, toi aussi, tu as différentes pistes. Est-ce que certaines sont plus difficiles que d'autres? Est-ce qu'il y en a certaines que tu redoutes plus que d'autres? Ouais, je dirais celle que j'ai redoutée depuis le début de ma carrière, c'était à Pékin au jeu en 2022. Où c'était vraiment impressionnant parce qu'en 4-5 portes, on prenait tellement de vitesse. Après, heureusement pour nous, on n'a pas des courses du côté de Bormio, mais c'est vrai que en voyant les images, bien sûr que ça fait peur. Et puis on voit qu'au final, c'est une piste qui ne pardonne pas. Mais la peur, justement, on a le droit d'avoir peur au départ d'une descente. Comment tu gères cet aspect-là? Je pense qu'on a tout à fait le droit d'avoir peur. Et je pense même que les skieurs qui sont descendus à Bormio qui n'avaient pas peur, ils vous ont menti. Voilà, c'est clair que ça fait partie du jeu, on le sait au départ. Après, c'est justement, quand tu es au départ, tu pousses, tu passes le portillon. Là, si la peur elle est toujours là, c'est qu'il y a un souci. Allez, les hommes étaient à Bormio, les femmes, elles étaient en Autriche, du côté de Semmering. Et Camille Rast a frôlé un nouveau podium en Coupe du Monde. Elle a quand même terminé 4e et elle terminera l'année avec le dossard rouge de leader du slalom et du classement général de la Coupe du Monde. Wendy Holdener et Mélanie Meillard complètent ce beau bilan suisse lors du slalom. Elles finissent 6e et 7e. Tandis que lors du géant, ça s'est moins bien passé. Malheureusement, les Suissesses n'ont pas été aux avant-postes. Lara Gut-Berami, qui était 2e après la première manche, a malheureusement fait une faute en 2e, ce qui l'a placée au 9e rang de l'épreuve qui a été remportée par Federica Brignone. C'était le premier départ de Delphine Darbelay. Malheureusement, elle n'a pas pris la qualification, elle est sortie en première manche. Didier, Camille, là, depuis le début de la saison, elle confirme vraiment le potentiel qu'on lui connaissait déjà. C'est pas la seule. Mélanie Meillard qui fait un 4e top 10 en autant de slalom disputés. Elle est aussi proche du podium. Oui, je pense que la progression de Mélanie, elle est excellente. Donc l'année passée, on en parlait. Donc elle se rapprochait des 10, elle s'est mise quelquefois dans les 10. Et là, maintenant, elle se rapproche du podium. Oui, je pense qu'il y a une dynamique maintenant, je dirais pas chez l'équipe des dames, mais entre Camille et elle, qui les pousse vraiment vers le podium, vers l'avant. Et puis, cette victoire de Camille en début de saison, ça a motivé l'équipe, mais surtout Mélanie. Elle se tire un petit peu la bourre et c'est bon signe. Elles sont très copines, ça c'est très positif. Donc oui, Mélanie, je la vois maintenant, c'est clair qu'il faut vraiment que tout se passe bien, mais je la vois très proche du podium, bien sûr. Théo, tu mises une petite piécette sur un podium pour Mélanie Meillard? Clairement, je pense que voilà, c'est qu'une question de temps. On voit que le niveau il est assez haut chez les femmes, en tout cas en slalom. Et puis, comme l'a dit aussi avant Didier, je crois que ça soit chez les hommes avec Marco Edermatt qui a tiré toute l'équipe vers le haut, là, Camille se retrouve un peu dans cette position-là aussi. Et je crois que c'est que positif pour la suite. Et c'est vraiment qu'une question de temps pour Mélanie aussi. Une qui a frôlé le podium, c'est Lara Gut-Berami. Oui, Lara Gut-Berami avait le podium au bout de ses doigts. Malheureusement, elle effectue une faute. Didier, tu as décidé de l'analyser dans l'analyse technique. Didier, cette faute, elle est due à quoi? Est-ce que Lara, elle a pris trop de risques? Alors, ce que je dois dire, c'est que Lara n'a pas fait de faute. Il n'y a pas une faute précise, donc elle était tout à fait dans la ligne. Elle était capable facilement d'être sur le podium. Malheureusement, il y a un petit incident technique qui s'est passé en cours de route que je vais justement expliquer. On va le regarder justement. Alors, si on voit donc la position de Lara avant la porte, donc elle est parfaite, elle est tout à fait en ligne. Et il faut bien observer le bras gauche de Lara qui va heurter le piquet à un endroit très précis, c'est-à-dire entre le gant et la protection. Cette protection, c'est une protection en carbone qui protège le bras justement du choc des piquets. Et cette fois, je dirais ça arrive très très rarement, le piquet touche exactement l'endroit
à l'articulation donc du poignet. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a la résistance du piquet, elle continue, donc heureusement que le piquet, donc le fanion joue son jeu donc de sécurité, donc il lâche tout de suite. On voit qu'elle emporte le piquet et le fanion reste sur place, mais en même temps, elle est totalement déséquilibrée et on se rend compte que le haut du corps, il est attiré vers l'amont, donc en contre-rotation, et ça lui provoque un immense dérapage, un travers, comme on dit dans le jargon. Vous voyez que voilà. Donc là, on pourrait imaginer qu'elle va arrêter, qu'elle a tout perdu. Et non, elle a encore le réflexe de remettre ses skis dans la ligne de pente, se remettre en place et continuer, énervée bien sûr. Et depuis ce point-là, jusqu'au prochain intermédiaire, elle reprend du temps. Donc ça veut dire qu'elle était vraiment dans le coup. Selon toi, sans cette mésaventure, elle aurait pu rivaliser avec Federica Oui, Bonanni. je pense en skiant, alors justement cette partie de piste, comme elle a skié finalement sans la faute, je pense elle peut gagner, en tout cas être facilement sur le podium. Cette faute, c'est vraiment de la malchance, si on comprend bien. Ouais, ça c'est la malchance, oui. C'est de la malchance. Oui, ça arrive très rarement, et puis là, ben voilà. Et elle perd qu'une seconde. Et elle perd qu'une seconde. La chance, du coup, ouais. c'est qu'elle est dans un bon secteur où il y a... Alors, ce qui se passe, c'est cette même faute dans un plat, donc la course est terminée, donc là, on n'imagine plus rien. Par contre, la pente était relativement marquée. Elle a tout de suite repris de la vitesse pour justement retrouver le rythme et continuer. Merci beaucoup pour cette analyse, Didier. T'en On prie. passe tout de suite à la grosse actu de cette émission. Et la grosse actu, elle est évidemment consacrée à Théo Gmür. Il s'était blessé en octobre 2023, grave blessure au genou. Il avait dû tirer un trait sur son dernier hiver. Depuis, il a pu remettre les skis. Théo, cette question pour commencer, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va à 99%, je dirais. C'est clair que voilà, comme tu l'as dit, j'ai fait mon retour après une longue pause due à une blessure au genou gauche. Et puis seulement quelques jours de ski et de nouveau une blessure, luxation à l'épaule du côté de Diavolezza lors de mes premiers entraînements nouveau avec l'équipe. Donc là j'ai de nouveau fait un mois de pause et puis maintenant je suis de retour et puis j'espère pouvoir prendre part à nouveau aux compétitions dès le début du mois de janvier. Parce que tu avais remis les skis pour la première fois en avril de cette année, c'est juste? Exactement, donc j'ai repris à Zinal. Et puis ça s'est bien passé. Puis ensuite j'ai fait à nouveau le bloc de préparation physique. Et puis en remettant les skis de nouveau des bonnes sensations, ça revenait. Puis coup du sort, Diavolezza, premier entraînement géant, puis luxation de l'épaule, comme Gino Caviezel ce week-end aussi. C'est la première fois en 13 ans de carrière que tu as une blessure grave. Oui. Comment tu as vécu cette saison blanche hors circuit de Coupe du Monde? C'est vrai qu'avec du recul, je crois que ça m'a fait du bien aussi de penser à autre chose aussi, pas que être H24 à avoir du ski dans la tête. Et puis d'un autre côté, ça m'a permis aussi de reconstruire, de solidifier à nouveau mon corps, physiquement, mentalement aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis à côté de ça, j'ai aussi commencé un travail au CIO à Lausanne, donc ça c'était aussi la petite parenthèse pour justement passer par-dessus cette blessure aussi. Tu peux nous en dire plus de ce travail au CIO? Oui, alors en fait on est un peu les cobayes avec Romain Détra du ski cross, donc on est deux athlètes encore actifs à avoir commencé justement au CIO, lui dans le département finance, moi dans le département médical scientifique. Et puis là je m'occupe actuellement pas vu que je suis en saison, mais après je vais reprendre à la fin de saison de nouveau sur Lausanne, dans le département médical scientifique. Donc on s'occupe de tout ce qui est la prévention du harcèlement et des abus envers les athlètes et puis aussi de la santé mentale des athlètes. Donc tu fais ça aussi à côté de tes études à Macolin? Non, alors les études à Macolin sont terminées. D'accord. Depuis un petit moment maintenant. D'accord. Et puis c'est vrai que avec la blessure que j'ai eue au genou, je me suis dit c'est le moment aussi de faire gentiment un pas vers la suite, vers l'après-carrière. Car voilà, je suis quand même plus proche de la fin de carrière que du début. Et c'est vrai que pour moi, c'était intéressant de le faire aussi à ce moment-là.
Didier, tu as connu des blessés aussi quand tu étais entraîneur. C'est quoi le plus important quand on revient de blessure? C'est quoi le message qu'on fait passer à un athlète? Alors revenir de blessure, c'est jamais simple. Donc après, ça dépend de la blessure, bien sûr. Une blessure à un genou, donc ça prend du temps, il faut être patient. Et puis, lorsqu'on a le feu vert du médical, de la médicale, il faut s'imposer un programme et le tenir. Et quand on a été blessé, donc il y a des résultats qui sont lointains, donc c'est compliqué. Donc il faut essayer de compter sur une structure, des amis ou une structure qui nous suivent. Mais c'est jamais facile. Après, ça dépend à quel niveau. Si on se blesse en pleine progression, c'est difficile. Donc freiner en pleine progression, c'est compliqué. Si on est vraiment au top et puis qu'on perd, je dirais 6 mois ou 8 mois, c'est un petit peu moins difficile par rapport après au retour et lors des départs dans les courses et tout. Donc il y a plein de facteurs. Mais moi je dis, Théo, chapeau de cette réinsertion professionnelle. Donc il est toujours actif, il est toujours pro dans le ski, mais en même temps il a déjà un œil pour son futur. Je dis bravo, et je pense que dans le ski, on a quand même maintenant pas mal d'athlètes qui restent, qui trouvent dans le marché du travail des solutions à leur après-ski, mais ça peut être un très bon exemple, et chapeau. On dit qu'une blessure, ça fait grandir. Du coup, c'est vraiment le cas, si on comprend bien. Oui, j'ai eu des expériences de vie qui m'ont fait grandir, mais cette blessure au genou, c'est vrai qu'elle m'a fait grandir. Puis elle m'a fait aussi relativiser sur toute ma carrière jusqu'à cette blessure, en fait. Tout ce que j'avais réalisé déjà jusqu'à ce moment-là. Puis la chance que j'avais aussi de faire ce sport, puis que c'était vraiment une opportunité à prendre pour finir ma carrière en beauté pour les 2, 3, 4 prochaines années. C'est aussi une nouvelle preuve d'abnégation. Tu vis depuis tes 2 ans avec une hémiplégie. Oui. Voilà, tu vas chercher où cette force de caractère? Tu vas la puiser à quel endroit? Je dirais que c'est juste la joie de vivre, et puis la joie d'être là, de pouvoir profiter, de pouvoir faire du sport, de pouvoir être sur les pistes de ski de Zinal ou de Vezona comme hier en entraînement. Pour moi, c'est une chance unique. Avec, sans handicap, pour moi, c'est vraiment, je suis un petit privilégié de la vie. Et c'est pour ça que justement, j'ai pas envie d'abandonner. Et alors oui, c'est clair que si je revenais, je faisais mes entraînements, puis je voyais que j'étais complètement largué, là je me serais quand même posé la question. Mais là, je suis encore dans le coup. Physiquement, ma jambe gauche, elle est plus forte qu'avant la blessure, donc au niveau des tests physiques. Donc tous ces paramètres-là, en fait, m'amènent à me dire qu'il y a encore une chose à faire. Et puis je crois que surtout Milan Cortina la saison prochaine. Ton genou gauche est donc plus fort qu'avant, mais la saison de Coupe du Monde a déjà commencé. C'est encore un peu trop tôt? Alors, on verra tout ça au mois de janvier. Je vais prendre part du coup aux entraînements des premières descentes qu'on aura du côté de Santa Catarina. Et puis ensuite, on fera le point pour savoir si je prends part aux courses ou pas. Puis ensuite, on ira directement du côté de Saint-Moritz pour 2 géants, ma discipline favorite. Et puis là, j'espère vraiment être au départ et puis pouvoir à nouveau jouer. Je l'espère tout donc. Et puis tu seras présent au final de la Coupe du Monde à Vezona. C'est l'objectif aussi. Ça fait partie du programme, c'est à la maison, c'est une chance unique aussi de faire pareil de notre sport, de le faire évoluer aussi d'une manière ou d'une autre. Et la piste de l'Ours, c'est quand même une très belle piste. Didier, c'est pas la première fois que vous accueillez l'élite mondiale du ski paralympique. C'est la 7e, 8e année déjà. Oui, je pense que maintenant on arrive à la 7e, 8e année où on a donc des Coupes du Monde paralympiques. Mais cette année, c'est un peu particulier. On aura la finale, donc les finales techniques. On aura des géants et des slaloms qui vont se courir sur la piste de l'Ours. On se réjouit d'avoir les finales, parce que les finales, c'est un petit peu la fête. On se donne un peu plus de temps, on essaie de faire les choses encore mieux que d'habitude. Des finales qui vont se dérouler au mois de mars, donc après les vacances de carnaval, à partir du 18 au 23 mars. Et on espère sensibiliser un tout petit peu les gens de la région, que la Coupe du Monde de ski alpin, la Coupe du Monde de ski cross et les Coupes du Monde de para, pour nous, ça a la même valeur. Ce sont des Coupes du Monde où les athlètes comme Théo
s'entraînent toute l'année, depuis des années, pour réussir leur sport. Et je pense qu'on doit pour nous, c'est très important. Et je me rends compte qu'au niveau de tout le personnel qui travaille, donc tous les bénévoles qui sont engagés lors des courses paralympiques sont très motivés et très sensibles au travail que ces personnes, parce que c'est des personnes à mobilité réduite. C'est quand même pas simple à se déplacer sur la piste. Il y a beaucoup de choses qui Justement, sont vous avez dû faire des adaptations Alors, il y a durant eu toutes des ces années. adaptations par rapport aux télécabines, surtout les accès aux télécabines, la sortie de télécabine, le téléski aussi. Donc, à l'hôtel, c'est pareil. Donc, ils doivent pouvoir loger à l'hôtel où il y a un ascenseur. Donc les accès, on les a modifiés, on les a aménagés. Et maintenant, depuis des années, je pense que le Plus Sport, donc la fédération, on peut dire Suisse Ski Plus Sport, ils sont très contents, satisfaits de venir à Vezona pour courir ces Coupes du Monde. Théo, courir à la maison, ça donne des ailes? Ça donne des ailes, en tout cas ça m'a donné des ailes les dernières saisons où j'ai eu la chance de courir à Vezona. Donc je l'espère encore au mois de mars, on verra bien. Vous profitez aussi de ces infrastructures, vous vous entraînez souvent à Vezona? Oui, c'est vrai que là on a eu la chance de faire 2-3 jours d'entraînement de géant du côté de la piste de l'Ours. C'est une chance parce que c'est clair qu'on connaît cette piste, mais de pouvoir la skier avant des compétitions, c'est toujours important. En pleine Et vacances puis- en plus. En Ils ont pleine piqué vacances, la- vous avez piqué trouvé de la les place. pistes. Ouais. On fait de la place. Vous avez un contrat avec la fédération? Enfin, comment ça se passe? On a un contrat avec la Fédération Suisse de Ski, donc avec Suisse Ski, Oui. et puis avec je dirais Plus Sport, donc anciennement c'était l'IPC. On a un arrangement qui dit clairement que lorsque les conditions le permettent, l'équipe paralympique est la bienvenue sur Vezona. Et puisqu'on parle de Vezona, vous avez aussi des épreuves de Coupe du Monde de ski cross début février. C'est un peu plus tôt que d'habitude que ces dernières années. Alors oui, bien sûr, donc ça c'est la prochaine grande échéance, donc les Coupes du Monde de ski cross qui vont se dérouler les 1er et 2 février à Vezona, donc c'est une première. On aura 2 courses cette année, donc sur 2 jours bien sûr. Et là on est en train de peaufiner la piste, donc produire de la neige, faire le parcours enfin. On est en pleine préparation pour qu'à partir du 28-29 janvier, tout soit prêt pour accueillir la Coupe du Monde de ski cross. Du ski cross, on revient au ski alpin, plus précisément avec les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, on passe par la pub. Vivez local, banquet local. Malheureusement, on a vu des chutes durant ce week-end. Regardez celle de Cyprien Sarrazin. Da un dosso, viene catapultato in aria. Dopo l'impatto di testa e schiena sulla neve, una interminabile e drammatica scivolata, prima di finire nelle reti. Sarrazin viene soccorso, ha perso conoscenza, si riprende dopo l'intervento dei medici. Con l'elicottero è trasportato in ospedale a Sondalo. Nella caduta ha riportato un ematoma cranico sub-D e una lotta per non farsi male. Didier, le diagnostic, un hématome sous-dural, c'est une blessure grave. Est-ce qu'il a pris trop de risques alors qu'il avait fait un super premier entraînement? Il avait gagné le premier entraînement avec une seconde d'avance. Alors malheureusement, comme souvent les chutes en descente sont graves, donc c'est très rare qu'une chute, on se relève d'une chute, on n'a rien du tout. Donc la descente c'est très particulier. Maintenant, cette chute, eh bien, elle est malheureuse, elle est à un endroit qui n'est pas très difficile, en tout cas pas réputé difficile. Maintenant, c'est encore une fois la préparation de la piste. Il y avait une petite bosse qui était légèrement marquée, un contraste ombre-lumière à grande vitesse. Et là, malheureusement,
je dirais, il fait une petite faute technique. Au lieu de garder une certaine hauteur en arrivant sur cette bosse, il s'est aplati. Donc il s'est écrasé sur la bosse. Et bien sûr, quand il est arrivé au fait de la bosse, eh bien, ça l'a catapulté en l'air. Au lieu d'avoir cette possibilité d'amortir, il a fait je dirais le mouvement inverse. Et à cette vitesse, donc je ne sais pas, ils étaient à plus de 120, 130 à l'heure. C'est clair que ça laisse des traces. Et certains skieurs ont critiqué la piste. C'est notamment le cas de Nils Allègre, le compatriote de Cyprien Sarrazin. On écoute tout de suite ce qu'il a dit après l'entraînement. À un an d'organiser les Jeux Olympiques, faire une piste comme ça, il ne mérite pas d'avoir les Jeux Olympiques ici. Plusieurs des athlètes ils ont dit que c'est très dangereux, surtout pour le changement de neige. C'est quoi toi mon opinion ici est claire, c'est qu'ils ne savent pas préparer une piste. Ça fait 40 ans qu'ils préparent des pistes, mais ils savent faire rien du tout à part des choses dangereuses. Moi j'adore la descente, j'aime quand il y a de l'engagement, quand ça demande, quand il y a de la vitesse, des grands sauts. À Kitzbühel, ils savent le préparer, le rendre spectaculaire. Ici, ils le rendent juste dangereux. Voilà, demain, il y aura peut-être 4 secondes entre le premier et le 30e. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et je trouve que c'est pas respectueux pour nous les athlètes. On arrive ici, le premier entraînement, c'est déjà défoncé. Le San Pietro, on fait 55 mètres si on freine pas. On est obligé de freiner. Voilà, après, c'est dur d'avoir une unanimité de parole aussi en sein des athlètes. On n'a pas tous le même avis. Moi, j'ai le mien, il est tranché, je l'assume complètement. Demain, je serai au départ, il n'y a pas de souci, j'assume les risques, mais je trouve que c'est vraiment pas correct. Je sais même pas ce qu'ils essayent de prouver là. Pour moi, à un an d'organiser les Jeux Olympiques, faire une piste comme ça, il mérite pas d'avoir les Jeux Olympiques ici. Théo, cette piste qui va accueillir les Jeux Olympiques dans une année, est-ce que la fête est déjà gâchée, entre guillemets? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste une répétition générale. Et finalement, c'est bien de l'avoir à ce moment-là pour justement gommer les imperfections, les problèmes aussi, pour pas que ça arrive le jour J lors de la descente des JO. Didier, est-ce que la réaction de Nils Allègre, elle a été faite sur le coup de l'émotion, peut-être aussi? Tout à fait. Alors la réaction d'Allègre, moi je dis, elle est injustifiée. Donc c'est l'émotion qui a parlé, donc je ne crois pas qu'il faut tenir compte de ça. Maintenant, c'est clair, si on revient, si on analyse la piste du départ à l'arrivée, elle est difficile. Elle était plus difficile que d'habitude cette année. C'est déjà la plus compliquée du circuit. On en a parlé. Voilà. Maintenant, remettre en question la préparation de la piste, que depuis 40 ans, c'était pareil et tout ça. Donc 40 ans passés, il n'était pas né, donc il ne peut pas trop en parler. Et puis réagir par rapport aux Jeux Olympiques et autres, c'est ridicule. Là, c'est vraiment quelque chose à oublier. Mais il faut tenir compte, Théo l'a dit, il y a peut-être des ajustements pour la descente de ski alpin, pour leur descente aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a possibilité de tourner un peu plus, de freiner, pas que les coureurs doivent freiner, mais enfin de freiner le parcours, pour que ça soit autant attractif et moins dangereux. Donc au niveau de la préparation, il y a d'autres possibilités. Au lieu de mettre de l'eau, peut-être, il y a d'autres possibilités. Mais de tout remettre en question lors d'une interview comme ça, pour polémiquer, je trouve que c'est ridicule. Chez les dames aussi, il y a eu une chute. Katharina Hubert. Quelle mésaventure au départ. Regarde. Théo, ça arrive pas souvent ce genre de chute au départ. On se rappelle de celle de Julien Liseroux. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Alors heureusement, ça m'est jamais arrivé pour les bêtisiers de fin d'année. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après voilà, ça fait partie du jeu. On avait aussi une Marion Roland à Vancouver en 2010. Oui, lors des JO. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais si on peut le prendre à la rigolade, je crois que c'est le plus important. C'est assez rare, mais en même temps, ça peut très vite arriver aussi, Didier. Oui, c'était un enchaînement de malchance, de petites erreurs, et puis voilà, puis ça va tellement vite. Donc on croise les skis d'abord, ensuite on essaie de les faire revenir parallèles et ils se croisent devant. Il y a le bâton qui vient entre les jambes, et puis c'est la première porte, et puis on est par terre. Donc ça va très vite. À Lillehammer aussi, il y avait une fameuse chute. Alors ça, c'était encore autre chose. Donc à Lillehammer, c'était Franz Heinzer qui était le grand favori des Jeux Olympiques. Donc c'est les Jeux Olympiques en Super G. Et au départ, à la poussée, il perd les 2 skis. Donc ça, c'était dramatique, on peut dire. Voilà. En même temps, voilà, ça fait partie de la vie et voilà, quelque chose pour le bêtisier de fin d'année. Allez, plutôt que de chute, on va parler de succès et c'est l'objet de notre entretien.
Triple champion paralympique en géant, super G et descente, Théo Gmür a aussi décroché avec brio le globe de cristal du général et celui du géant en 2018. L'année 2019 fut celle de la confirmation avec 2 titres de champion du monde en super G et en descente. En 2022, Théo Gmür a encore décroché le bronze aux Jeux paralympiques de Pékin. Théo, quand on voit ton palmarès, on se dit que tu es l'homme des grands rendez-vous. Je crois qu'on peut le dire comme ça. J'ai toujours eu ce bon mindset, toutes les pièces du puzzle alignées lors des grands rendez-vous. Certains athlètes, c'est le contraire, c'est un peu la pression, et toi, c'est le contraire. Ouais, je crois que lors de mes tout premiers mondiaux, avant les JO de Pyeongchang, j'ai trouvé un certain mindset qui me permettait de me sentir bien, de me sentir prêt. Et puis depuis en fait ce moment-là, je l'ai pris avec lors de chaque grand rendez-vous. Après, il y a des fois où ça marche, des fois ça marche pas, on a de la malchance, mais pour l'instant, j'ai eu énormément de chance avec les grands rendez-vous. Du coup, une belle histoire d'amour, je dirais. Tu rêves déjà des Jeux Olympiques de 2026 en Italie? Oui, je crois que je sais pas si j'en rêve ou si ça me fait cauchemarder aussi. Mais, mais voilà, c'est vrai que ça sera très certainement mes derniers JO. En plus, pas loin de la maison, dans les Alpes, le retour des Jeux dans les Alpes. Il y aura certainement aussi toute ma famille, mes amis qui seront présents sur place. Donc ça met aussi une pression supplémentaire. Après, c'est une piste que j'apprécie beaucoup. On sera pour les Paralympiques, tout le monde sera du côté de Cortina. Donc voilà, c'est une chance. Et puis d'un côté, il y a quand même ce petit côté stress, pression. Terminé en beauté. C'est près de la maison. Terminé en beauté, c'est clair. Mon histoire avec les Jeux de Pyeongchang en 2018 a commencé de la plus belle des manières. Et pour moi, ça serait vraiment une chance unique de la fermer de la plus belle des manières aussi. C'est un des gros objectifs à venir. Oui, c'est, je dirais, même l'objectif de ma carrière, ou plutôt de ma deuxième carrière. Didier, ce retour des Jeux dans les Alpes, comme l'a dit Théo, ça te réjouit aussi, je pense. Hein. Ça me réjouit. Ça m'aurait réjoui encore plus si c'était déroulé chez nous, à Sion. Maintenant, c'est clair, les Alpes, on a tout ce qu'il faut. Le fait d'être à Cortina, d'être sur Bormio, l'Italie va sûrement réussir ses Jeux de la plus belle des manières. On est tous conscients de la valeur du Sud-Tyrol, de la région. Voilà, dommage pour nous. Et puis moi, je ne serais pas autant motivé que Théo pour Cortina, mais on se réjouit de pouvoir y aller. Je crois que je serai aussi du voyage avec les paras. Ouais, justement, j'allais te demander, tu as réservé tes billets déjà? Je n'ai pas réservé de billets, je pense que la FIS va le faire. Mais je serai du voyage pour m'occuper au niveau technique sur la piste. Et ça me réjouit aussi. Théo, avant les Jeux paralympiques, il y a les mondiaux. Oui. Est-ce que tu es encore dans les... Enfin, pas les quotas, mais dans les temps, il y a des qualifications. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'il y aura une petite mention spéciale en sorte due à la blessure que j'ai eue à l'épaule. Donc, il va me rester au final exactement 4 courses pour me sélectionner. Et puis, après, ça sera bien entendu une sélection avec le comité de sélection qui décidera si oui ou non je suis du voyage pour Maribor. Mais c'est vrai que là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait 2 semaines et demie d'entraînement du côté de Dinal avec Patrice Morisot, que je remercie d'ailleurs. Et puis ensuite, je suis revenu avec l'équipe du côté de Vezona. Puis c'est vrai que toutes ces étapes-là, j'espère qu'elles me permettront d'être de la partie du côté de Maribor. Les critères, justement, pour être en Slovénie? Alors, c'est vrai que normalement, on est censé faire 2 top 5 dans 2 disciplines différentes. Et puis après, là, vu que j'ai eu cette blessure, ça sera vraiment en fonction de ce que pense le coach, aussi de mon état de forme du moment. Allez, on va revenir quelques années en arrière. Le ski alpin, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite, comme on dit? Raconte-nous. C'est vrai que c'est arrivé assez rapidement grâce à mon papa, grâce à mon frère. Mon frère était justement à Ski Valais avec Ulrich Meyer, des Luca Erni. D'ailleurs, l'autre fois,
on rigolait de ça avec mon frère quand il voyait les résultats du Grand Prix Migros de l'époque où il battait Luca Erni en géant. Après voilà, Luca Erni a Il est proche fait du des podium très maintenant, bons Luca, résultats, en géant, justement. en Coupe du Monde. Et puis c'est vrai que grâce à mon frère, j'ai eu cet amour du ski et puis l'amour de la compétition aussi. Tu avais testé d'autres sports. Tu aurais pu partir sur un autre sport. Oui, le ski j'aurais alpin. pu partir sur plein d'autres sports différents autres que le ski, mais c'est vrai que cet amour de la glisse, c'est un amour indéfini et à la fois, on a envie, dès qu'on y touche, on a envie d'y revenir. Tu parlais avant de ton travail au CIO. Du coup, tu habites à Lausanne, tu es en Valais, tu es quand même régulièrement en Valais. Oui, alors non, là, durant la saison d'hiver, je suis 100% en Valais. Après, c'est vrai que voilà, le travail que j'ai au CIO, c'est un 60% du mois d'avril au mois de septembre. Et puis, ça me permet de m'entraîner aussi sur place. J'ai tout qui est vraiment fait pour être entre de bonnes mains et puis performer durant la saison d'hiver. Cet été, avec Lucas Malcotti, escrimeur de Coupe du Monde, vous avez été au Ghana dans des écoles. C'était une expérience qui était dans quel contexte? Alors en fait, on est ambassadeur d'une association qui s'appelle White to Play, en fait, qui permet à des jeunes enfants dans les pays du tiers-monde d'avoir accès à un système éducatif basé sur le jeu. Et puis justement, c'était une chance unique. C'était mon deuxième voyage avec White to Play. J'avais fait la première fois à la Tanzanie. Et puis ensuite, cette année, du côté du Ghana. Il y a aussi Tanguy Neves, justement, qui est ambassadeur de cette très belle association. On a vu sur les réseaux que tu étais encore à la recherche d'un sponsor principal. C'est compliqué à trouver du sponsoring. Oui, je dirais que c'est même très compliqué. Déjà pour quelqu'un de valide, on le voit chaque saison. On avait vu à l'époque un Cyprien Sarrazin aussi qui était à un moment à la recherche de sponsors, ou même cette année on le voit dans le camp suisse avec Tanguy Neves qui a fait des très bons résultats pour son début de saison. Et puis c'est compliqué d'aller toquer aux portes. Aussi pour un sponsor, c'est clair que le maître mot c'est le retour sur investissement. Et avec des athlètes paralympiques, c'est compliqué à le faire parce qu'au final, on est entre guillemets mis dans la lumière que chaque 4 ans, que lors des JO. Et je crois que c'est une chance aussi de voir l'autre côté d'un sponsoring en quelque sorte classique. Là, on sponsorise bien entendu un athlète, on me sponsoriserait, mais on sponsorise aussi une histoire, une expérience, un parcours de vie. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, avec justement cette recherche de sponsors. C'est pas que un soutien financier. Pour moi, ça doit aller plus loin que simplement un soutien financier. Didier, tu as beaucoup d'expérience à l'époque. Ça a toujours été compliqué pour les athlètes de trouver des partenariats. Ça, c'était plus simple, entre guillemets. Non, je pense qu'il y a des périodes plus propices que d'autres. Et là, actuellement, je dirais depuis le Covid, on vit des années quand même plus compliquées. Alors après, le top athlète qui passe tous les jours à la télévision ou sur les journaux, lui, il n'aura pas aucun problème. On se rend compte que, pour ne pas citer Red Bull, tous les top athlètes. Et maintenant, il y a les entreprises ou des sociétés qui ont moins de moyens ou alors qui consacrent moins d'argent à la publicité, au sponsoring. Et c'est vrai que tout ça, c'est compliqué. Au niveau de l'organisation de courses, on se rend compte que depuis maintenant 3-4 ans, c'est compliqué à trouver des gros sponsors. Maintenant, des amis qui mettent 500 francs ou 1000 francs pour aider tout ça, je dirais que ça se passe, c'est pas relativement facile, mais ça se passe assez bien. Maintenant, des gros sponsors pour les gros montants, ça devient de plus en plus difficile. Du coup, tu te promènes, on espère encore le moins longtemps possible avec cette casquette, avec un point d'interrogation dessus. J'aimerais bien pouvoir changer le point d'interrogation et puis avoir une belle entreprise qui me soutient dans mon aventure. C'est une très belle aventure et puis j'espère vraiment pouvoir la partager avec quelqu'un avec un grand cœur. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Marine, on a encore quelques petites questions, les fameuses questions du tac au tac. Exactement. Est-ce que tu es prêt, Théo? Let's go. Plutôt Henrik Kristoffersson ou Loïc Meillard?
Sans C'est méchant. hésitation, Loïc Meyer, je dirais que, pour son abnégation, pour tout ce qu'il a mis en place depuis tout petit, et puis ouais, sa façon de skier, sa technique sur les skis qui est absolument incroyable. J'en ai presque les larmes aux yeux quand je vois un Loïc descendre, parce que pour moi c'est tellement parfait, puis c'est si lointain en fait dans ma tête, dans mon esprit. Le calme ou la musique avant le départ? Les deux. Par exemple, descendre de Pyeongchang en 2018, j'avais fait une sieste avant le départ, et puis ensuite j'avais ma musique sur les oreilles, donc je dirais les deux. L'hémisphère sud ou l'hémisphère nord? L'hémisphère nord, c'est quand même les aurores boréales. Oui, il fait froid, mais qu'est-ce qu'on s'y plaît là. Film ou série? Un bon film ou une bonne série, comme par exemple Le Cercle Blanc, qu'on a eu la chance de voir tout dernièrement. Avec Loïc et Camiras notamment. Exactement. Surf ou saut en parachute? Parachute avec Tanguy, c'était quand même bien. Et Ça remonte à quand, ce saut en parachute? Sauf erreur, on l'a fait en 2023. Ah ouais, c'est assez récent quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, je le ferais, Tu repars. je le ferais demain. Et piste du Montfort ou pub Montfort? Hors saison, pub Montfort, et en saison, La piste. du Montfort. Et Greg, une dernière question pour finir? Oui, la fameuse question de quelqu'un qui te connaît très très bien. Alors on va la retrouver et on te laisse écouter. Salut Théo, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi. Je sais que tu avais prévu de faire la patrouille des glaciers cette année. Malheureusement, tu avais eu ta blessure. Et ma question c'est, est-ce que tu as prévu de la faire un jour, cette patrouille? Voilà. C'était donc un de tes potes, Luca Malcotti, escrimeur de Coupe du Monde. Cette patrouille des glaciers, elle est toujours au programme. Oui, je crois que il faut la faire une fois. En tout cas pour moi, il faut que je la fasse une fois dans ma vie. C'est quand même une aventure humaine, c'est une performance sportive, c'est clair. Et puis là, j'ai eu 2 fois de la malchance. La première fois avec le Covid, où ça a été annulé. Et puis ensuite, là, avec ma blessure au genou. Donc oui, j'espère bien pouvoir la faire une fois. 2026, pour 2026, année des JO, ce serait... Alors, faudra avoir l'état de forme après les JO, l'entraînement. L'état de fatigue après les JO, mais c'est vrai que, pourquoi pas, cette fois, ça sera la bonne en 2026. Tu as pu te réconforter, l'année dernière, ça a été annulé pour la plupart des courses. Tu partais le samedi? Je partais le bon jour, c'est parti. Voilà, d'accord. Pas de réconfort. Zut. On en arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup Théo d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci bien. Merci beaucoup à toi aussi Didier. On vous souhaite une suite d'hiver radieuse. Et quant à nous, on va se quitter avec la musique que Théo a choisie. Et on n'oublie pas non plus, samedi prochain, la tournée en piste du Nouvelliste. C'est du côté de Saint-Luc et Chandolin que ça se passe. On vous souhaite aussi une heureuse année 2025. On se quitte, mais on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec un nouvel invité. Fêtez bien, à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.